Donc à l'occasion des 2 premières tables rondes, nous avons eu l'occasion d'évoquer les fondations du dispositif avec la DPEF. Finalement, nous avons monté les murs de la maison avec la CSRD. Peut-être qu'il nous manque le toit, ou peut-être d'ajouter des étages à l'immeuble. Et ces étages, finalement, c'est peut-être le devoir de vigilance. Et je passe le relais à Bénédicte François, membre du collège, pour cette dernière table ronde qui est consacrée aux perspectives en matière de vigilance. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que je suis ravie et honorée d'animer cette table ronde. Donc, sur un thème différent de la CSRD, quoique, c'est ce que nous verrons aussi, on est dans ce prolongement-là. Pour rappel, la France a joué un rôle décisif en adoptant la loi sur le devoir de vigilance en 2017, et elle continue de jouer un rôle moteur. C'est pour ça que c'est une question de grande actualité avec la proposition de directive sur le devoir de vigilance. Donc nous allons approfondir ce thème. Je vais me permettre de présenter les membres de cette table ronde. Nous devons avoir en visioconférence monsieur le député Potier, qui a été rapporteur de la loi sur le devoir de vigilance, la loi Potier de 2017. Donc j'espère qu'il pourra se connecter. Je crois qu'il est à l'Assemblée nationale. Alors est-ce qu'on peut le voir aussi sur l'écran? Et il devra peut-être s'éclipser en raison d'un vote. Nous vous disons tout. Donc, monsieur le député. Bonjour. Font partie de cette table ronde également Madame le professeur Marianne Frison-Roche, professeure des universités, également fondatrice de la revue de la régulation et de la compliance, entre autres. Fait partie également de la table ronde notre collègue Marie-Christine Monsalier, qui est maître de conférence HDR à l'université de Paris-Dauphine et avocat également, et Monsieur Chabot, co-gérant du groupe Michelin et directeur financier. Alors, première question, première interrogation. Nous allons voir que la procédure de vigilance, le devoir de vigilance se distingue de la CSRD, mais quand même, comme on a analysé lors des dernières tables rondes la CSRD, et je me tourne vers monsieur le député, quel est l'impact de la CSRD justement sur le processus de vigilance en matière de vigilance? Avant de voir un peu ce qui la distingue, qu'est-ce qu'on peut dire de ce continuum qui correspond d'ailleurs à cet après-midi d'études? Je ne sais pas si vous nous entendez. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le député. Vous m'entendez? Très bien. Bon, parfait. Merci pour l'invitation. Et désolé si je dois faire un 100 mètres pour aller voter sur un sujet capital qui sont la lutte contre les déserts médicaux. Donc, je suis en alerte. Je vais essayer de faire le propos liminaire et de vous rejoindre au mieux. Permettez-moi de rappeler 2-3 éléments de contexte. Cette loi, dans sa jeunesse, est assez originale. Antoine Longcamp a tendance à dire que c'est peut-être dans la Ve République un peu une exception qu'une loi d'une telle portée soit née du Parlement. Donc c'est le paradoxe de la Ve République, c'est qu'on s'étonne que la loi soit faite par les députés. Elle a été bâtie à partir d'un travail très étroit avec la société civile et le monde intellectuel. Dans la société civile, j'entends le monde syndical et celui des ONG. C'est une coopération assez inédite entre société civile et Parlement qui a permis, au bout de 5 ans de lutte et de combat avec beaucoup de persévérance, d'obtenir, dans les derniers jours du mandat de François Hollande, l'adoption de cette loi qui a survécu à l'alternance et qui est devenue un récit européen, puisque l'Allemagne, il y a 2 ans maintenant, et puis d'autres pays qui sont en débat, et surtout l'Union européenne s'est saisie de cette loi, et la France, dans une forme démocratique inédite et très originale, aurait été à l'origine d'une avancée européenne dont on peut penser qu'elle est systémique et qu'elle est de nature à bâtir à contribuer à bâtir une nouvelle économie. Et c'est peut-être le premier point de convergence avec le CSRD, le nouveau reporting extra-financier, c'est qu'elle participe du même mouvement, d'une volonté de faire de l'Europe une puissance normative dans la mondialisation. Où en est le devoir de vigilance aujourd'hui? Il est au stade du trilogue, puisque le Parlement européen s'est prononcé le 1er juin exactement. Et ce 1er juin, il a clos
les décisions qui ont été celles du Conseil des États le 1er décembre 2022 et une décision antérieure de la Commission qui avait déposé un projet en février de cette même année. Donc nous avons ces trois corps européens qui se sont prononcés, ils ont engagé les trilogues et nous espérons, tout le monde espère, sauf bien sûr les adversaires de cette directive, qu'elle aboutisse avant les élections européennes. C'est-à-dire qu'elle doit aboutir soit sous la présidence espagnole, dont vous savez qu'elle est chahutée par la perspective de législative au mois de juillet. Le plus probable aujourd'hui, c'est que le temps espagnol soit un temps de préparation des trilogues et qu'une directive puisse être votée au premier trimestre 2024 sous la présidence belge avant que n'intervienne la pause des européennes. Chacun ayant l'intuition qu'il vaut mieux s'appuyer sur les forces en présence aujourd'hui plutôt que de faire le pari d'un universalisme et d'un progressisme qui pourrait faire défaut lors de l'élection du prochain Parlement européen. Nous sommes au stade, nous sommes en train de nous-mêmes de comparer comme députés à l'origine de cette loi avec la société civile et le monde intellectuel, faire un travail de comparaison entre la loi française, la loi allemande et les différents textes issus du trilogue européen. Et nous sommes en train de déterminer les points de bagarre et d'influence qui vont être les nôtres dans les mois qui viennent, soit sous la forme d'une pression sur le gouvernement français dans la phase de négociation, mais également en tant que société civile, nous exprimons à l'échelle européenne à travers des ONG et l'Union des syndicats européens. Donc nous sommes dans ce moment de préparation d'une dernière ligne droite, après des années d'un combat, je l'ai rappelé qu'il avait été par de multiples formes un peu héroïques, tant les forces qui étaient contre cette directive et cette loi française se sont manifestées très fortement auprès des différents exécutifs. Une remarque avant de répondre précisément à votre question, convergente entre CSRD et devoir de vigilance. Premier élément de discernement, c'est que nous avons aujourd'hui une multiplication d'initiatives européennes convergentes. Je prends la directive, on pourrait prendre la directive déforestation, celle promise par la présidente de la Commission autour du travail forcé et du travail des enfants, et d'autres. Si je prends minerais, l'origine des minerais, etc., la traçabilité des minerais de sang, nous avons aujourd'hui un foisonnement d'initiatives européennes qui tous concourent au même objectif, mais qui ne sont pas forcément articulées. Il me semble qu'une des grandes œuvres du législateur et de la Commission dans les années qui viennent pourrait être de mieux articuler, de mieux organiser la convergence et la lisibilité et la fonctionnalité de l'ensemble de ces directives, tantôt thématiques, tantôt portées sur le langage et la comptabilité, c'est le cas de la CSRD, tantôt il y a une capacité plus transversale, c'est le cas du devoir de vigilance. Donc il y a un grand travail de réorganisation et votre colloque, qui est au meilleur niveau, peut y contribuer, est une contribution intellectuelle précieuse dans ce travail d'une architecture européenne plus lisible et plus effective. Dans l'attente, moi je veux donner ma vision, ayant travaillé aussi bien pour l'aboutissement du devoir de vigilance que militant depuis des années, dans un dialogue avec Patrick de Cambourg et tant d'autres, sur une nouvelle normativité en France et en Europe sur la question de la comptabilité. Moi, je suis persuadé que la RSE, une nouvelle norme de RSE, comme une nouvelle page de la comptabilité du XXIe siècle, ouvre des perspectives en termes d'orientation des marchés financiers, des marchés tout court, mais également d'un point qui est extrêmement important, c'est la capacité d'entreprise à devenir attractive pour les ressources humaines dans une période où la génération qui vient est extrêmement exigeante, pour la part des élites en tout cas, sur les questions éthiques. C'est un petit miracle de ce début du XXIe siècle, c'est que les jeunes qui arrivent, qui ont remplacé la génération des boomers, la mienne, posent des exigences éthiques qui sont importantes pour une part d'entre eux, et c'est un déterminant important pour l'avenir de l'économie. Donc CSRD, une RSE qui soit sur un scoring public, va être un élément très important de levier et d'influence sur les marchés, mais également sur le recrutement et l'attractivité des entreprises. Elle va être également, et je réponds enfin à votre question, elle va être, à mon sens, une forme de grammaire des plans de vigilance qui sont l'article 1 de la loi devoir de vigilance et qui est reprise largement par la directive qu'elle a inspirée. Nous avons besoin non seulement d'avoir des références à des traités internationaux et des accords internationaux, mais nous avons besoin de l'écrire dans un langage commun. Et la directive CSRD, dans le processus qu'elle a engagé, offrira ce langage commun qui permettra d'écrire des plans de vigilance qui soient comparables les uns aux autres, qui parlent la même langue et qui sortent de ce B2B, de ce monde, de ce que, dans un excellent essai, Nicolas Cusack avait évoqué, c'était le masque et la plume. Et le masque, c'était bien sûr l'hypocrisie
d'une RSE non normative. Et la plume, c'était cet effort de CSRD qui permettait d'avoir une grammaire et un langage commun. Je rends hommage à Nicolas Cusack et à la pertinence de son très bel article sur le sujet. Et je crois profondément que la CSRD va être un langage commun. Elle ne va pas remplacer le juge dans le sens où elle va apporter des éléments de langage qui pourraient être comparables, mais c'est extrêmement important, tout comme aucune autorité financière administrative ne pourra se substituer à un jugement dans la loi française comme dans la directive à venir. Le langage de la CSRD devra permettre une meilleure visibilité des plans de vigilance, une meilleure comparativité et une meilleure publicité, mais en aucun cas elle ne devra devenir une technique pour cocher les cases et s'abstraire du jugement en opportunité que devra prononcer le juge, le cas échéant, en matière de prévention ou de réparation. Je vais peut-être arrêter là pour l'instant. Merci. Peut-être une seconde question, si vous en avez la possibilité. Pour l'instant, ça va. Voilà, pardon de ce suspense un peu délicat. Peut-être une deuxième question, cette fois-ci plus dédiée au devoir de vigilance. On va y revenir aussi lors des différentes interventions. C'est sur le rôle du juge, le rôle quand même central du juge en matière de vigilance. Quel est votre sentiment sur cette question et le rôle du juge? La question de la responsabilité civile est une question ancienne dans nos débats. Globalement, le monde de l'entreprise était plutôt pour faire du devoir de vigilance une sorte de soft law, de reporting qui n'était pas opposable, en tout cas qui ne devrait pas avoir. Bon, tout notre combat, on a vite abandonné. Pour ma part, j'ai peu espéré dans l'inversion de la charge de la preuve, qui n'était pas adaptée à la matière que nous étudions. Mais j'ai toujours été très attaché à ce que la responsabilité civile soit mobilisée pour juger les faits dont nous parlons. Je le rappelle, s'il en était besoin, on ne parle pas de détails, on parle des droits fondamentaux de l'homme, du travail forcé, des droits humains, des droits de la sécurité, et on parle bien sûr de la protection de nos écosystèmes. Donc, le devoir de vigilance, c'est fait pour réparer, pour prévenir et pour réparer les maux de notre planète, ceux qui génèrent la violence et qui épuisent nos ressources. Donc, on est sur des sujets absolument majeurs et tout le travail a été de maintenir ce principe de responsabilité civile qui n'exclut pas, encore une fois, une autorité administrative qui accompagne, qui aide, qui règle un certain niveau de conflit. C'est le génie de la loi allemande, c'est qu'une autorité administrative qui est saisie en première instance, mais il y a toujours un recours au juge qui est possible. Et puis en cas de drame, c'est automatiquement le juge qui est saisi. Dans la loi française, c'était immédiatement le juge. La création d'une autorité et d'autorité à l'échelle européenne me paraît être plutôt une bonne solution. Le juge, il devra, et c'est un point extrêmement important, il devra vérifier que les mesures qui sont mises en œuvre sont effectives et à la hauteur de la cartographie des risques et de la vérité de la cartographie des risques qui ont été établis par l'entreprise. Nous sommes là dans une jeunesse de la loi qui est tout à fait originale. Elle a été soulignée par de nombreux auteurs. Et nous sommes dans une loi qui non seulement génère du droit, dans le sens où elle invite au sein des filières ou des territoires concernés à se doter d'un droit commun qui permette de régler 90% des sujets, mais il y a une invitation permanente à ce que les entreprises elles-mêmes deviennent le lieu de l'invention des solutions et génèrent des solutions aux juges de mesurer l'opportunité de ces réponses faites avec agilité par les entreprises et de vérifier qu'elles sont à la hauteur du défi auquel elles étaient confrontées. Donc c'est un principe de responsabilité qui est inédit. Non seulement on lève le voile juridique qui sépare les donneurs d'ordre des filiales et des sous-traitants, mais on invite l'entreprise à édicter elle-même les normes par lesquelles. Comment comparer ces normes? Le CSRD va y contribuer largement. Comment établir qu'elles sont à la hauteur des défis rencontrés? Il appartiendra au juge, en dernière instance, non pas de constater qu'on a coché toutes les cases, mais que, effectivement, sur le terrain, des mesures de prévention suffisantes ont été mises en œuvre pour prévenir les drames que nous avons évoqués. Merci, monsieur le député. Nous reviendrons sur certaines de ces questions avec madame Monsallier qui détaillera la responsabilité et les différents contentieux. Mais avant, nous allons écouter madame le professeur Marianne Frison-Roche analyser et détailler donc ce qu'est la vigilance. Si c'est plus facile pour vous peut-être de vous installer au micro, voilà.
Je ne crois pas, certainement pas, certainement pas. Avec un ordinateur, ça sera peut-être plus facile pour vous. Merci beaucoup. Plus facile d'ailleurs parce que c'est assez difficile d'expliquer la loi de 2017 parce que la loi de 2017, vous savez, les juristes ça va toujours lentement et la loi de 2017 pour nous c'est une loi si récente et la loi de 2017 déjà, moi, j'ai du mal à la comprendre, alors que du droit, j'en fais depuis si longtemps. Donc, j'imagine que vous n'en faites pas tous les jours du droit. Et donc, je crois qu'il faut rappeler ce qu'est la loi de 2017, parce que la loi de 2017, c'est du droit, donc c'est dans un système juridique où tout interfère, toutes les lois sont en connexion. Et la loi de 2017, elle qui vise les sociétés mères et les entreprises donneuses d'ordre, elle a repris des techniques sur la loi de l'année précédente, qui était une loi de 2016, ça vous auriez pu le deviner, qui est la loi Sapin II. La loi Sapin II, elle visait déjà, elle avait déjà beaucoup d'ambition, elle voulait éradiquer la corruption. Déjà, elle avait beaucoup d'ambition. Et pour ça, elle a demandé à ce qu'on fasse des cartographies des risques, des audits. Des gens ont compté beaucoup sur vous. Et grâce à monsieur le député Potier, la loi de 2017 a repris tous ces instruments et a alors eu des ambitions absolument extraordinaires et a dit cette fois-ci, ce n'est pas la corruption que je veux éradiquer, non, je veux faire en sorte de trouver des entités pour arriver à prévenir, c'est-à-dire faire en sorte que ça n'arrive pas dans le futur, les atteintes à l'environnement et aux droits humains. C'est ça le but de la loi de 2017. Si on comprend le but, on comprend la loi de 2017. C'est une loi qui tient toute sa normativité dans ses buts, qui sont des buts avec une ambition extraordinaire, faire en sorte de détecter et de prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains. Du coup, toute l'interprétation de la loi se fera à partir des buts, c'est ce qu'on appelle des lois téléologiques, tout est dans les buts. Il suffit de comprendre ça, et vous avez compris la loi de 2017, qui a les mêmes outils que la loi de 2016, la loi de 2016 Sapin 2, c'est du droit de la compliance. Mais là, on va me demander à qui peut le faire. Les pauvres États qui sont dans des frontières, qui n'ont pas d'informations, qui n'ont pas de technologie, qui n'ont pas d'argent, on va chercher. Et comme pour Sapin 2, on va dire, mais ce sont les entreprises qui, elles, dépassent les frontières, qui, elles, ont de l'argent, ont de la technologie, ont des personnes, ont des auditeurs qui vont pouvoir arriver à récolter les informations, à aider à faire les rapports et à dire, oui, cette information, elle est fiable, on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir agir. C'est ça, la loi de 2017. Et ensuite, la loi de 2017 va pouvoir dire ensuite, comme la loi de 2016, on va mettre au centre un personnage particulier. Certes, ça n'a pas plu à tout le monde, qui est un personnage essentiel, qui est le juge. Comme dans la loi Sapin 2, on va dire, comme on veut que ce soit en vrai, que ne ce soit pas simplement « j'ai la main sur le cœur et j'aime beaucoup les petites feuilles et les petits enfants ». Non, on veut que ce soit vrai, que ce soit effectif, que ce soit efficace et que ce soit efficient. Et pour que ce soit en vrai, on va prévoir dans le texte de la loi que les personnes qui sont concernées puissent aller voir le juge, et vous allez retrouver dès 2017 tout le vocabulaire. On va permettre aux parties prenantes d'aller voir le juge. En 2017, on s'en est pas trop soucié, on s'est plutôt soucié des questions de responsabilité dont on va entendre parler.
Et puis, il va y avoir, rien, une ordonnance de référé du 28 février 2023, dans un cas que l'on désigne assez souvent, c'est l'appellation Total Ouganda. Si vous vivez aux États-Unis, eh bien, vous aurez entendu parler de la déflagration de l'ordonnance Total Ouganda, parce que quand le juge intervient dans le droit de la compliance ou dans le devoir de vigilance, ça a effectivement de l'effet. Et à ce moment-là, va s'opérer une alliance entre la formation, l'information que vous trouvez, les données que vous récoltez, le fait que ce soit fiable et le fait que l'entreprise l'utilise effectivement. Donc, la loi 2002-2017, c'est la matrice d'une nouvelle façon de concevoir le rôle des entreprises avec une entreprise. Donc, la logique, c'est d'agir maintenant pour que le futur soit différent, pour que le futur ne soit pas catastrophique ni dans le climat, ni dans les entreprises. Voilà, c'est une grande ambition portée par le législateur, et quel plaisir d'entendre un député le dire. Oui, c'est le Parlement qui l'a fait. Oui, c'est les ONG qui l'ont fait. Oui, c'est les entreprises qui l'ont fait. Pour une fois, nous avons une alliance. Ça s'appelle une logique ex-ante. L'ex-ante, c'est quand on agit maintenant pour que demain soit comme on voudrait qu'il soit. Non catastrophique, c'est un but négatif. Et éventuellement, si l'on est encore plus optimiste et encore plus volontaire, par exemple, allez, que l'égalité entre les personnes soit vraie, par exemple, entre les hommes et les femmes, ou bien, par exemple, que le principe de probité soit effectif, Sapin 2, que le principe de dignité soit effectif, loi vigilance. Et les outils, ça va être les plans, le plan de compliance, Sapin 2, le plan de vigilance 2017. Il est élaboré comment, ce plan de vigilance? Mais lisez la loi. Il va être élaboré avec les parties prenantes. Tout ce vocabulaire que vous maîtrisez déjà parfaitement bien, c'est vous qui le maîtrisez, parce que les juristes, pour eux, c'est un vocabulaire complètement nouveau. Nous, on a été tout à fait déboussolés par la loi de 2017. On a dit, mais parties prenantes, nous, on ne connaît pas ça. C'est du vocabulaire des managements ou bien c'est du vocabulaire de l'éthique. C'est pas du vocabulaire juridique. Et qui va le définir? J'ai écouté tout à l'heure. On m'a dit, il faut un vocabulaire simple. Il faut un vocabulaire commun. Oui, mais dans le système juridique, qui va le définir? Assez souvent, je le crains ou je l'espère, ce sera le juge. Ça va être le juge qui va nous dire qui sont les parties prenantes, qui vont pouvoir saisir le juge, qui vont pouvoir demander des comptes ou bien qui vont pouvoir aider. Parce que doivent faire les entreprises? Quels sont les outils? Eh bien, vous avez des obligations qui, en droit, s'appellent les obligations de résultat. C'est-à-dire, les entreprises, elles doivent le faire, on doit le voir, on ne plaisante pas, il faut obéir à la loi. Obligation de résultat. Par exemple, adopter le plan de vigilance, le publier, respecter les calendriers. Ça, c'est des obligations de résultat. Mais pas atteindre les buts. Par exemple, non, vous n'êtes pas obligé de sauver la planète. Vous n'êtes pas obligé d'éduquer les petits-enfants. Vous n'êtes pas obligé de rendre complètement intelligible tout ce que vous dites. Je dis ça aussi pour vous rassurer, messieurs et mesdames les éditeurs. Non, vous n'êtes pas obligé, j'ai entendu. Les rapports qui sont en réalité, on n'y comprend strictement rien. L'intelligibilité, ce n'est qu'une obligation de moyens. Vous faites au mieux. Les auditeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font au mieux. Ce qui est vrai pour vous est vrai aussi pour les entreprises. Donc, dans la vigilance, il y a des obligations de résultat
il faut publier, il faut respecter les calendriers, il faut parler avec les parties prenantes, mais ensuite, arriver à sauver le climat. Je vous rassure, ce n'est qu'une obligation de moyens. Oui, mais ensuite, quand on creuse un peu, quand on gratte un peu, car je sais que ça donne beaucoup d'urticaire, quand on gratte un peu, on dit oui, mais ensuite, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une obligation de preuve. Parce qu'il ne suffit pas que vous me disiez la main sur le cœur, oh madame le professeur, je fais vraiment tout pour sauver le climat. Non, ça ne va pas me suffire. Ça ne va pas suffire ni à moi, ni aux parties prenantes, ni aux auditeurs, ni à la partie en justice, ni au juge. Vous allez devoir montrer que vous faites vos meilleurs efforts. Et comment vous allez démontrer ça? Mais vous allez pouvoir le démontrer grâce aux auditeurs, notamment, qui vont pouvoir, le mot n'est pas très joli en français, mais je crois qu'il est très usuel dans votre vocabulaire, vous allez documenter. Et il va falloir le faire spontanément. Il ne suffira pas, même si c'est dans une procédure de sanction, dire j'ai la présomption d'innocence que les ONG prouvent. Ah non, parce que c'est une obligation de vigilance de démontrer que vous faites vos meilleurs efforts. Et là, combien vous allez être précieux. Certes, vous allez avoir des personnes qui vont vous aider à documenter, mais à prouver quoi? Que vous faites vos meilleurs efforts pour atteindre un but. Et le but, ce n'est pas de causer des cages et des coches, non. C'est d'essayer, d'aider pour que ce soit moins pire en environnement, ou bien que ce soit meilleur pour les droits humains. Et là, toutes les personnes qui veulent entrer dans les cabinets d'audit, qu'est-ce qui les intéresse? Non pas bien casser les cases, mais plutôt d'aider les autres, d'aider. Et les juges, qu'est-ce qu'ils vont demander? On voit déjà les premiers cas. C'est que vous puissiez démontrer que, effectivement, par exemple, dans les formations, dans l'éducation, qui est faite non seulement dans vos entreprises à vous, mais dans ces entreprises à vous, vous avez essayé ça. Et à mon avis, je ne fais pas les recrutements dans les cabinets d'audit, mais si c'était ça, d'essayer d'aider concrètement pour que les personnes aident dans l'éducation, par exemple les enfants, car les questions de la discrimination, par exemple, ça fait directement partie du devoir de vigilance. Pour le moment, nous n'avons que les contentieux climatiques, mais vont venir les contentieux de la sécurité du travail, vont venir les contentieux des discriminations dans les entreprises, les questions de l'homophobie, les questions du respect de la dignité. Cela va venir, et absolument partout. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Ça a été tout à fait dit. Non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais la charge de preuve, elle est absolument chez vous. Dans ces conditions-là, on voit bien que la loi de 2017 organise d'ores et déjà un système probatoire. C'est dans la loi. Les juges, ils sont au centre. Est-ce qu'ils font une révolution judiciaire? Ils obéissent à la loi, me semble-t-il. Et ensuite, comme ça a été tout à fait bien dit, le législateur européen, il est face à un puzzle qui dessine tout à fait bien, puisque d'un côté, il a conçu ce dont vous êtes déjà les experts, qui est l'information avec les données pertinentes. La pertinence, c'est l'adéquation d'une information par rapport à son usage. C'est ça la définition de la pertinence. Si je prends dans la vigilance, me semble-t-il, si je prends par rapport à la vigilance, c'est la pertinence de l'information par rapport au but de protection des êtres humains. Si vous prenez un juge, c'est juste pour que vous pensiez à ce personnage-là, qui est le personnage le plus ordinaire et le plus constant, qui va lui aussi regarder la pertinence de l'information, qui n'est peut-être pas la même définition que la vôtre. Pensez au juge qui sera là. Simplement, pensez-y.
Et donc, quand vous pensez à cela dans tous les schémas que vous êtes en train de construire, si vous pouvez penser à ce phénomène de la pertinence du juge. Et donc, dans ces cas-là, est-ce que vous pourriez, par exemple, essayer de penser cela dans mon dernier point, car c'est bien le juge qui va donner toutes les qualifications. Et le juge, vous savez, il n'a pas demandé particulièrement à être dans cette mécanisme qui lui donne tant de pouvoir. Et donc, ce juge-là va pouvoir donner cette cohérence à ce grand mouvement qui est un mouvement européen et que parfois on a qualifié de souveraineté européenne, parce que c'est une grande volonté politique où chacun, effectivement, comme ça a été si bien dit, quelle grande passion qui anime l'ensemble des personnes dans les entreprises, des personnes dans les juridictions. Mais les juges, sans doute, comme moi, vous en fréquentez. Ils n'ont pas demandé à recevoir ces cas si complexes. Peut-être, vous n'avez pas fait de procédure, mais croyez-vous que les juges ont fait de la comptabilité? Eh bien, ils n'en ont pas fait. Imaginez que, parce que j'ai écouté tout à l'heure ce qu'a dit le représentant du Trésor, j'appelle un des magistrats qui déjà n'a pas de week-end parce qu'il a des dossiers de devoir de vigilance sur son bureau. Je vous assure, il n'a déjà pas de week-end. Et je lui dis, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez déjà le devoir de vigilance. Vous allez avoir en deuxième semaine la transposition de la CR3D. Eh bien, en plus, vous auriez la compétence pour connaître des actions des parties prenantes sur la CSRD. Il va déjà me dire, la CR, de quoi? De quoi vous me parlez? Ah non, c'est rien. C'est juste que vous allez pouvoir contrôler la façon dont les auditeurs vont pouvoir faire l'assurance limitée sur le reporting extra-financier. Là déjà, il va me demander de répéter 4 fois la phrase. Et là, je vais pouvoir entendre dans le téléphone les sanglots. Il va me dire, mais c'est pas vrai. Mais je change de métier. Je vais dire, mais devenez auditeur. Merci infiniment de cette présentation magistrale. Je n'ose pas dire que la transition est toute trouvée, puisque là, la transition n'est pas toute trouvée, mais je vais me tourner vers les émetteurs, si je peux dire, en la personne de Monsieur Chapeau, et puis voir concrètement, qui est donc co-gérant chez Michelin et directeur financier du groupe, voir concrètement comment s'établissent ces plans de vigilance. On parlait de la participation des parties prenantes, de les chaînes de valeur, puis surtout de se projeter, c'est peut-être ça qui nous intéresse cet après-midi, se projeter un peu après cette future directive là, qui est en passe d'être adoptée. Qu'est-ce que ça va changer dans cette procédure? Merci. Merci madame. Merci pour votre invitation. Il se trouve qu'avant d'être chez Michelin, j'ai été commissaire aux comptes et même inscrit à la compagnie de Versailles pendant 1 ou 2 ans. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le plan de vigilance pour une entreprise qui est présente dans 170 pays, qui fait un peu moins de 30 milliards de chiffre d'affaires, qui a 125 000 employés. Alors, vous allez peut-être être surpris, mais on est favorable, nous, à la loi sur le devoir de vigilance, tout simplement parce que quand on dirige une entreprise de cette taille-là, on ne peut pas tout savoir. Nous avons 45 000 fournisseurs, donc des centaines d'acheteurs, des centaines de personnes qui ont des relations avec ces fournisseurs. Donc comment on ne peut pas savoir au quotidien comment fonctionnent ces relations, sur quelle base ces fournisseurs sont choisis. Voilà. Donc on est d'abord favorable. Ensuite, notre plan de vigilance, on l'a publié, le plan de vigilance pour l'exercice 2022, on l'a publié il y a quelques semaines.
je vais faire le parallèle avec la déclaration de performance extra-financière. Il est à 70% de ce plan de vigilance vient de la déclaration de performance extra-financière. Donc on peut imaginer donc, que dans le futur, il y aura toujours ce parallèle entre la CS3D et la CSRD, puisque en fait on a besoin de beaucoup de données qui sont utiles pour les deux. Mais avant tout, un devoir de vigilance dans une entreprise, ça va s'exprimer puisqu'on doit le déployer, on doit déployer une culture, des valeurs. C'est donc nos valeurs, c'est la raison d'être de l'entreprise. C'est-à-dire que chaque employé doit savoir pourquoi il travaille chez Michelin et pas dans une autre entreprise. Et nous, notre raison d'être, c'est de donner à chacun une meilleure façon d'avancer. Ça doit être pris dans les deux sens, le sens de la mobilité, mais également le sens du développement humain. C'est un modèle d'affaires qu'on exprime. Alors, quand on s'adresse à 130 000 personnes, il faut être parfois simple. Donc, on l'a résumé par ce qu'on appelle les 3 P, People, Profit, Planet. Donc, les personnes, la performance économique et le respect de l'environnement. Et on essaie de faire en sorte, et c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup de fierté quand je visite des usines, et que je vois des gens qui me présentent des projets en me montrant l'impact sur les 3 dimensions. Et le message qu'on essaie de faire passer, c'est vous faites un projet qui permet d'économiser, faire des économies pour l'entreprise, mais en même temps, ça doit avoir un impact, un bénéfice pour les personnes et pour la planète. Et les équipes comprennent très bien ça et se mobilisent très bien pour ce genre d'objectifs. Ensuite, il faut une gouvernance. Alors, il y a la gouvernance de l'entreprise. Donc, nous avons un comité d'audit, un comité RSE, auquel on présente régulièrement les avancées dans les différents domaines, que ce soit la partie sociale, la partie environnementale. Mais on a également la gouvernance, une gouvernance un peu consultative. Nous avons créé en 2015-2016 un comité des parties prenantes, dans lequel on réunit des représentants d'ONG. Il y avait tout à l'heure un représentant du WWF, la directrice générale du WWF France fait partie de notre comité des parties prenantes, avec la présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme, le président de Industrial, qui est une fédération de syndicats, mais également des clients. On a un client qui représente le monde du remplacement, un autre de la première monte, un fournisseur. Donc voilà, pour arriver à regrouper tous les angles de vue autour de l'entreprise. Et puis, il y a notre gouvernance interne. Nous avons donc, qui rapporte directement au comité exécutif, 3 principales gouvernances. Une gouvernance environnement, une gouvernance droit de l'homme, un droit humain, et un comité d'éthique. Chacune de ces gouvernances est présidée par un membre du comité exécutif. Et il se trouve que je préside le comité d'éthique avec... on a toujours un adjoint qui est, dans l'occurrence, dans le comité d'éthique, c'est le responsable du personnel du groupe. Et donc, on s'appuie sur tout ce dispositif pour produire à la fois des normes internes, définir des standards, et puis ensuite s'assurer qu'ils sont appliqués. Et puis, alors, on a les différents niveaux. On a le contrôle interne, l'audit interne. Michelin a fait un choix, et Florence Vincent, qui est dans cette salle et qui fait partie du collège de la H3C, a créé une direction qui regroupe la qualité, l'audit, le contrôle interne et la gestion des risques. Donc, on essaie d'avoir une vision à 360 degrés de ces sujets. Et puis, un dispositif d'alerte, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Donc, nous avons un dispositif d'alerte qui est à destination des employés, bien sûr, mais également, par exemple, des fournisseurs. Voilà. Et ce dispositif d'alerte fonctionne. On a plusieurs centaines d'alertes par an qui sont traitées, d'abord dans les régions, ensuite au niveau du groupe. Et j'ai, moi, par exemple, été alerté il y a 3 ans sur un fournisseur. Et après différentes étapes, questionnement, audit, on a fini par arrêter les relations avec ce fournisseur pour une question de non-respect. Alors, c'est même pas de droit syndical, parce que c'est dans un pays où, malheureusement, le droit syndical n'est sans doute pas très développé. Mais voilà, pour ces raisons-là. Donc, voilà un peu tout le dispositif. Et puis après, il y a toute la collecte de données, le reporting. Et là, je ferai le parallèle avec la déclaration de performance extra-financière.
Le challenge que nous avons dans les entreprises dans les années à venir, c'est de faire en sorte que la qualité de l'information non financière soit de même niveau que la qualité de l'information financière. Alors, il y a des choses qui sont... je sais pas, les consommations d'eau, on arrive assez bien à les capturer, il y a des compteurs, voilà. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus subjectives. Voilà. Donc il faut empiler tout ce dispositif pour produire un document qui, à la sortie, fait 90 pages et dont je ne suis pas sûr qu'il soit lu par beaucoup de monde. Mais voilà. Pas encore. Je pense qu'il est lisible. Voilà. Et si on se projette un petit peu avec la future directive, qu'est-ce que ça risque de changer si on examine Alors cette directive cette directive européenne, de mon point de vue, elle est bienvenue, comme d'ailleurs la CSRD, parce que aujourd'hui, Madame y a fait allusion, l'Allemagne vient de se doter d'une législation. Je sais que les Pays-Bas y réfléchissent également. Et donc le risque, c'est que nos filiales dans toute l'Europe soient exposées à des lois différentes. Donc le fait qu'il y ait un cadre européen, que soit aussi reconnue la notion de groupe, est pour nous extrêmement important, de manière à ne pas se retrouver à avoir autant de devoirs de vigilance ou de plans de vigilance que de filiales. Il y a plusieurs évolutions dans cette loi, dont certaines, pour être très transparent, nous inquiètent. La première, c'est de nous demander d'aller voir notre chaîne aval. Alors, autant on est assez légitime pour poser des questions à nos fournisseurs, parce que nous sommes les clients, donc autant aller demander aux clients, alors on le fait déjà pour un certain nombre de choses, puisque vous savez qu'on a l'export control. Donc on contrôle à qui on vend, qui sont les bénéficiaires finaux de nos produits, en particulier les produits qui peuvent avoir des doubles usages entre civils et militaires. Nous avons le contrôle des tiers dans lequel de la loi Sapin. Donc s'il faut qu'on regarde nos clients, voilà. Donc c'est cet empilement qui nous fait un peu peur, et demander à nos clients leur performance en matière environnementale et sociale, c'est pas forcément quelque chose qui va être très facile. Voilà. Ensuite, il y a la partie amont, où là, je sais que l'ambition de la directive européenne, c'est de remonter la chaîne de valeur, puisque la loi française, elle s'arrête, je parle sous le contrôle d'éminents juristes, elle s'arrête au premier niveau. Alors là aussi, je pense qu'il faut être pragmatique, c'est-à-dire que, je vais vous prendre le cas de Michelin, nous on développe ce qu'on appelle une matrice de redevabilité, c'est-à-dire qu'on regarde notre influence sur une chaîne de valeur et notre impact. Dans notre cas, nous achetons, je vous ai dit, on a 45 000 fournisseurs, nous achetons 8% du caoutchouc naturel qui est produit dans le monde. Et si on remonte toute cette chaîne de valeur, au bout de cette chaîne de valeur, il y a plusieurs millions de paysans qui sont essentiellement autour de l'équateur, beaucoup en Asie du Sud-Est, un peu en Afrique de l'Ouest, un peu en Amérique du Sud. Dans ce cadre-là, on dit, dans cette chaîne de valeur-là, nous avons un devoir de redevabilité parce qu'on est gros, en gros, et on s'adresse à une multitude, et on a pris des initiatives dans ce sens-là. En revanche, j'ai eu des échanges avec les équipes de la commission qui travaillaient sur la CS3D en leur disant, je leur ai dit, mais ne me demandez pas d'aller voir les fournisseurs d'Exxon ou de Microsoft. C'est pas parce que j'ai installé la suite Microsoft Office sur mon ordinateur que j'ai suffisamment de poids pour aller demander à Microsoft comment il travaille lui-même avec ses fournisseurs. Donc c'est ce discernement. Alors cette notion de redevabilité, je ne sais pas si elle est juridiquement valable ou en tout cas, mais voilà. Mais c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire que ce soit qualifié juridiquement pour qu'une entreprise puisse dire, de la même manière qu'il y a une matrice de matérialité, je suis redevable vis-à-vis de certains éléments de ma chaîne de valeur, mais pas dans tous. J'ai effectivement parlé effectivement de la multiplication des reportings sur les tiers. Bon, et après, l'autre élément, les deux autres éléments sur lesquels, en lien avec la CSRD, je voudrais attirer votre attention, c'est l'empilement des textes. Nous, je vais être très direct, nous avons un tsunami réglementaire qui nous arrive sur la figure. Alors Michelin est une grosse entreprise, on est structuré, voilà, mais c'est honnêtement très très dur pour les équipes.
Surtout qu'on nous demande d'appliquer au 1er janvier 2024 un texte qui n'est pas encore figé dans le marbre, si je prends les ESRS. Voilà. Et puis il y a un autre souci, qui est un souci légitime, quand nous sommes dans un secteur d'activité où les 3 leaders mondiaux, un Français, enfin un Européen, un Français, un Japonais, un Américain, faisaient 60% du marché au début des années 2000, on n'en fait plus que 40%. Donc on a une concurrence qui est arrivée, qui est une concurrence chinoise. Et donc notre souci, c'est la compétitivité. Et in fine, je comprends qu'on mette de la pression sur les entreprises, parce que sur l'offre, mais il faut aussi que le législateur mette de la pression sur la demande. C'est-à-dire que le consommateur, quand il achète un pneu chinois, il sache ce qu'il fait. Parce qu'à la sortie des consommateurs chômeurs, ça ne fera pas avancer le projet européen. Voilà. Et ça, c'est sans doute dans un contexte en plus depuis un an, où les prix de l'énergie en Europe sont devenus le triple de ce qu'ils sont en Amérique du Nord et le double de ce qu'ils sont en Asie. Voilà. Donc ça, c'est un élément. Et puis ensuite, un dernier point par rapport au devoir de vigilance. Et je comprends qu'in fine, effectivement, c'est le juge qui doit trancher. Il faut effectivement, comme l'a dit Madame Frison-Roche, que le juge soit équipé pour pouvoir former sur des éléments qui sont parfois très complexes. Si je prends le plan de décarbonation de Michelin, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, se faire une opinion va demander beaucoup de temps et beaucoup de technique. La question pour moi à la base, c'est qui peut interpeller une entreprise ? Il nous arrive, on travaille avec des ONG très respectables, très structurées, j'ai cité le WWF, mais il nous est arrivé dans certains pays de se faire interpeller par des ONG qui n'ont pas de membres. Quand on regarde la direction de l'ONG, en fait, c'est un cabinet de lobbying. Voilà. Donc, la qualification aussi de ceux qui sont à même de pouvoir interpeller le juge me paraît un élément important. Parce qu'en fait, sinon, les entreprises vont se retrouver systématiquement du mauvais côté. Voilà. Merci infiniment. Peut-être vous applaudir aussi. Je me tourne à présent du côté de ma collègue Marie-Christine Monsalier qui va exposer justement ces contentieux, l'intervention du juge, la mise en jeu de la responsabilité. Alors, qui peut agir ? Qui peut agir ? Merci beaucoup. Tout d'abord, merci Madame la Présidente. C'est bon. Merci Madame la Présidente de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Alors, j'ai la lourde charge de parler de la responsabilité civile. Et cette première question, donc, qui peut intenter l'action ? Donc, justement, je réponds tout de suite. Je vais essayer de répondre à votre première question. Alors, les premières personnes, évidemment, auxquelles on pense, alors on vise l'entreprise. En réalité, là, juridiquement et de manière procédurale, ça va être la société. Donc, évidemment, les victimes directes de la société vont pouvoir intenter une action. Et puis également, tout le problème des associations et des ONG. Alors, la question n'est pas simple, parce qu'on s'est posé la question de savoir sur quel fondement une association ou une ONG allait pouvoir assigner un groupe, enfin pas un groupe, mais assigner une société, puisque le groupe n'a pas la personnalité morale, mais va pouvoir assigner une société. Alors, en réalité, la solution, c'est sur le préjudice moral qu'elle subit par rapport à la défense de ses intérêts. Alors, pour ce faire, plus concrètement, comment le juge, parce qu'on en vient tous à la même conclusion, le juge va être un acteur majeur dans ce dispositif. Comment le juge va-t-il apprécier l'intérêt à agir des associations ? En fait, assez simplement, et pour vous, des notions que vous connaissez parfaitement, ça va être l'objet statutaire de l'association. Est-ce que l'association a, dans son objet statutaire, la défense des droits humains, la défense de la santé et de tous ses droits ? Si dans l'objet statutaire de l'association figure cette précision, le juge décidera qu'il y a un intérêt à agir.
Dans le cas inverse, non. Donc évidemment, grande prudence, je vais être un peu plus pratique, mais grande prudence dans la rédaction des statuts, notamment des associations, des ONG, etc. Voilà pour les personnes qui peuvent donc intenter l'action. Alors, pour le cas des victimes, juste un point. La tâche est un peu facilitée depuis le dernier texte, celui du 1er juin 2023, mais bon, qui n'est pas encore définitif, donc on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Mais il y a une obligation de communiquer davantage d'informations aux victimes, puisqu'évidemment, on pense à des victimes qui sont dans des pays défavorisés, qui ont peu de moyens, peu d'accès à l'information, peu d'accès à la justice, tout simplement. Voilà. Donc voilà les questions qui se posent. Alors, concernant les associations, il y a eu beaucoup de sujets. Donc, on a vu ce premier sujet de l'intérêt à agir. Il y a un deuxième sujet concernant les associations, c'était de savoir si ces associations, actuellement, pouvaient représenter les victimes. Alors, le Conseil constitutionnel a été très clair sur la question en France. Aujourd'hui, une association ne peut pas représenter une victime en France. Et j'insiste bien sur ce point, parce que le projet que nous avons actuellement de directive, la proposition de directive, et son dernier état du 1er juin 2023 ne va pas en ce sens et reconnaît la possibilité pour une association de représenter les victimes, donc des victimes du bout du monde, parce que justement, elles n'ont pas ce niveau d'information, d'accès à la justice, etc. Donc là, il y a une évolution. Donc le fait que l'on couple à la fois une meilleure information d'une part et d'autre part la possibilité de se faire représenter par des ONG, des associations, ça va peut-être permettre aux victimes, en tout cas, d'avoir un meilleur accès à la justice. Pour ces personnes, il y a une dernière question sur qui peut intenter une action, qui peut saisir les tribunaux, donc bien entendu ces victimes. Et je reviens sur la charge de la preuve, qui est un point très important. Et il y a eu une évolution dans le système, c'est-à-dire que au départ, le législateur avait prévu un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que ça aurait été à la société de prouver qu'elle n'avait pas rempli les obligations découlant du devoir de vigilance. Et le législateur a fait marche arrière et est revenu au système classique de la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur, à savoir aujourd'hui les victimes ou les associations. Donc on est revenu à un statu quo ante classique. Voilà pour ce premier point. Alors, si j'ose dire, une action contre qui ? Alors, une action contre qui ? Ça, c'est un gros débat, et je dois dire que le texte de 2017 sur le devoir de vigilance est moins clair. Madame le professeur Frison-Roche, tout à l'heure, parlait de la loi Sapin. Alors, contre qui ? Contre la société, évidemment, contre la société. Et la société peut, quant à elle, se retourner contre ses dirigeants si elle arrive à prouver que ces dirigeants n'ont pas rempli leurs obligations résultant du devoir de diligence. Ça, c'est la première chose. Et alors, quant aux dirigeants, qui sont ces dirigeants ? Ça peut être des dirigeants exécutifs et non exécutifs. On a dans ce sens l'Institut français des administrateurs qui nous dit que les membres du conseil d'administration peuvent être tenus responsables. Et puis, on a là, actuellement, le projet de texte directif qui vise les administrateurs. Voilà, donc ça pose des questions, mais il y a quand même une solution, je pense, à laquelle il faut qu'on soit attentif, c'est qu'il faut revenir aussi peut-être, mais je parle sous votre contrôle à chacun, peut-être de penser à des mécanismes assurantiels tels que ce qu'on connaît classiquement, la RCMS, l'assurance responsabilité civile du mandataire social. Et là, ça va être un nouveau cap à passer, de savoir si ça va rentrer dans ce qu'on appelle cette assurance du mandataire social. Voilà, il faudrait le souhaiter, mais c'est aussi un travail, comme vous l'avez dit, c'est un travail d'alliance et de main dans la main aussi avec les assurances. Si vous voulez réagir. Oui. Pardon. Il y a abondance de micros. Parce que c'est pas... Il y a bien sûr affaire d'argent. Et donc, on peut assurer.
mais le grand enjeu, Oui. c'est les actions. Ce que demandent beaucoup d'ONG, pour ce qu'on commence à voir, c'est bien sûr de recevoir de l'argent, mais c'est surtout des actions ou bien des non-actions. Arrêter de faire quelque chose, cesser de faire quelque chose. Et arrêter de faire quelque chose, c'est déjà agir. Ou bien replanter, ou bien éduquer, ou bien faire des systèmes d'irrigation, ou bien... si vous avez un harcèlement moral ou sexuel, non seulement punir la personne, mais la rééduquer à respecter autrui. C'est extrêmement difficile à faire, vous voyez. Éduquer tout un service éventuellement très loin de là où vous êtes implanté pour changer la culture complète d'un service et lui apprendre que les femmes doivent être respectées, ou bien quelqu'un qui n'a pas la même religion que vous, ou bien qui vit complètement différemment, doit être respecté. Donc c'est vraiment la question des obligations de faire. Et là aussi, c'est une loi extrêmement importante. Et dans la directive, on voit bien que le grand enjeu, c'est pour ça que l'objet, c'est l'avenir. Alors, vous me direz, on ne peut pas faire plus utopique, ou on ne peut pas faire plus ambitieux, qui serait de faire naître une entreprise nouvelle. Ça a été dit, je crois, c'est le renouveau un peu de l'entreprise citoyenne, mais là, on est presque proche du philosophe roi, quoi, du philosophe qui va diriger la cité. Et effectivement, tout ce qui va amener vers du dialogue, et je crois que dialogue est un mot qu'on a beaucoup entendu à juste titre cet après-midi, c'est-à-dire amener le plus possible les ONG qui sont porteuses de toute cette opinion publique et de cette demande avec les entreprises pour que, par la médiation, par exemple, un juge qui proposerait la médiation, inciterait à alors ferait des injonctions, parce que s'il y a que ça, mais disons inciterait le plus possible, parce que par un dialogue, on arriverait à ce que les choses se fassent. Maintenant, si c'est que de l'argent ou rien, bon, il y aura de l'argent, mais ce n'est pas l'idéal. Peut-être quelques, comme je vois que oui, l'heure avance. Donc je vais pas. Donc quelques mots sur le et peut-être sur la médiation. Voilà, exactement. Il y a des points. Je vous remercie vraiment parce que c'est un point très important. Et effectivement, pour rebondir ce que vous disiez, je crois que la vraie sanction, ce sera la sanction, peut-être pas du marché, mais des marchés, du marché du travail, l'attirance des jeunes vers ce type de société qui respecte ce genre d'obligations. Alors, juste quelques mots un peu techniques, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. On est sur une responsabilité civile extra-contractuelle, donc avec la trilogie, la faute, le préjudice, le lien de causalité. Alors, sur la faute, c'est très intéressant. La faute, qu'est-ce que c'est ? La faute, en réalité, ça va être soit l'absence du plan de vigilance, mais maintenant c'est un peu rare, soit un plan de vigilance qui n'est pas adapté aux exigences du législateur, ou surtout l'absence de mise en œuvre, de mesures préventives sur le terrain. Donc ça peut être la faute. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on lit le texte fait appel à des concepts mous, à des concepts à géométrie variable. Donc le texte, je reprends, vous le connaissez tous, on le connaît, c'est la vigilance raisonnable, la prévention des atteintes graves et les actions adaptées. Alors évidemment, on est dans un flou artistique total, mais il faut regarder, alors j'ai une éducation anglo-saxonne, alors j'ai peut-être la tendance à regarder le verre toujours à moitié plein, mais je pense qu'il faut regarder ça très positivement pour le juge. Parce qu'en réalité, j'allais dire c'est un cadeau, mais c'est un cadeau empoisonné, et le professeur Frisoroche l'a relevé, mais c'est un cadeau qui est fait du législateur vers le juge. Parce qu'en fait, le juge va se retrouver avec ces notions à contenu variable et il va en faire deux choses. Soit il va les définir, il va les figer, c'est un axe possible. Soit il va avoir un autre axe qui peut être très intéressant. C'est de se dire, c'est une notion à contenu variable, j'ai une flexibilité et je vais juger au cas par cas. Donc en fait, le juge est toujours au centre, comme vous l'avez dit, de ce dispositif. Vous l'avez très bien évoqué tous deux. Il est au centre de ce dispositif et il a un outil en fait qui est très très positif. Ce sont ces notions flexibles. Voilà. Alors, deux mots sur la médiation, parce que c'est le point évidemment qui nous intéresse. J'ai un peu regardé, comme vous tous et comme nous tous, l'affaire Total Ouganda.
je vous rappelle brièvement les faits. Total Énergie, mais on ne voit que sous le prisme des ONG et très peu sous le prisme de Total Énergie, qui en réalité a fait beaucoup de choses. Positivement, pour les populations, il y a un oléoduc qui va passer de l'Ouganda à la Tanzanie pour arriver vers des voies d'exportation et donc exporter les hydrocarbures. Bon, ce qu'on ne dit pas dans tout ça, c'est qu'il y a eu 100 000 personnes déplacées, expropriées. Mais ce qu'il faut dire aussi, pour être très juste, c'est que Total a beaucoup fait et a eu beaucoup d'actions positives. Et ça, on n'en parle jamais, mais enfin, il faut quand même le relever. Alors, tsunami, pas réglementaire, mais judiciaire. Tsunami judiciaire, le professeur Frison-Roche disait, on en a parlé de tous les côtés de la planète, effectivement, alors que c'est une décision du tribunal judiciaire de Paris, en plus en référé. Donc, référé qui juge de l'urgence et pas juge du fond. Bon, mais cette décision est la première, est une des plus intéressantes. Alors, quels sont les apports de cette décision ? D'abord, le point de la médiation. Ça, c'est le point névralgique. C'est-à-dire que le juge a offert la possibilité aux parties d'entrer en médiation. Et cette possibilité qui était offerte a été totalement refusée par les associations, les ONG, mais comme dans quasi la totalité des cas de contentieux qui existent actuellement. Hein. Il y a pas de... Alors, ça, c'est le premier point, mais c'est un des points les plus importants. Le deuxième point, je suis plus réservée, c'est le juge qui dit « mais en fait, je n'ai pas les éléments ». Bon, d'abord, c'était un juge des référés. Et puis, je crois que c'est une chance, en fait, pour le juge d'avoir toutes ces notions à contenu variable. Voilà, donc je crois que la conclusion, si je puis me permettre, ce serait de dire que il faut qu'on sorte tous par le haut de cette magnifique obligation et ce devoir de vigilance. Et la seule voie, c'est une justice négociée avec les parties prenantes. Je crois, enfin, ce sera mes mots de conclusion, je parle sous votre contrôle, mais je crois que ce sera mes derniers mots, parce qu'il est très tard, et je vous remercie infiniment de votre attention. Merci infiniment. Je rends la parole à notre directeur général et je remercie infiniment les participants pour ces propos très riches. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci également aux membres panélistes pour ces propos très intéressants. Et je vais laisser naturellement la place à la présidente du Haut Conseil pour quelques mots de conclusion. Ouf, hein, peu riche. Mesdames et messieurs, je renouvelle mes plus vifs remerciements à l'ensemble de nos intervenants, ceux qui sont sur cette troisième table ronde, mais les précédents également, évidemment. Vos propos ont apporté de précieux éclairages et des perspectives complémentaires. Pour nous, c'est une source d'inspiration et d'engagement. Cette directive, finalement, il est clair que nous sommes engagés dans une démarche de progression, à la fois stimulante et nécessaire. Ce n'est pas seulement, d'ailleurs, une question de conformité légale, mais cette directive, elle répond à un enjeu sociétal majeur, le besoin impérieux de transition écologique, de respect des droits fondamentaux humains et d'honnêteté dans les échanges économiques. Certes, cette directive nous confronte à de nouveaux enjeux. Elle ouvre aussi de nouvelles opportunités. Elle nous oblige à repenser notre rôle, à élargir notre champ de vision, à approfondir tous, le régulateur inclus, nos compétences. Elle offre l'opportunité de valoriser le rôle des commissaires aux comptes qui accompagneront les entreprises dans cette transition. Il s'agit d'une évolution majeure pour la profession d'auditeur, mais également pour les prestataires de services d'assurance indépendants, qui pourront contribuer à la confiance attendue sur les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises. Vous l'aurez compris aussi, le directeur des affaires civiles et du Sceau vous l'a exposé, cette transposition va constituer la nécessité d'une profonde réforme pour le Haut Conseil, à qui est confié un nouveau rôle de supervision auprès des commissaires aux comptes et des prestataires de services d'assurance indépendants. Nous allons changer de genre.
nous étions masculins, nous devons devenir une autorité au féminin. Mais il paraît que de temps en temps, ça arrive ces derniers temps, que l'on change de genre. Compte tenu donc de cette nouvelle mission, nous allons devenir la H2C, la H2A. Il faut que je m'habitue, hein, je n'ai pas encore pris l'habitude. Soyez assurés que l'ensemble des équipes du Haut Conseil, le collège aussi, se prépare activement à ce nouvel environnement, aux nouvelles responsabilités qui pèseront sur les professionnels. Nous allons devoir augmenter le nombre de membres de notre collège, puisqu'il va être divisé, vous le savez, maintenant en commission des sanctions et en collège plénier. Nous aurons 12 membres dans la formation collégiale, plus 5 membres dans la formation de sanctions. Nous allons devoir recruter, nous allons devoir réfléchir à nos ressources. Enfin, c'est un peu vertigineux de temps en temps de voir ce qui nous attend d'ici le 1er janvier prochain. Il me reste à clôturer cet événement en vous invitant, en renouvelant mes remerciements, en vous disant qu'on se donne évidemment rendez-vous pour l'année prochaine. Quoi qu'en dise le directeur, ça changera juste de nom, mais nos rencontres perdureront parce que nous savons que pour être un régulateur de qualité, il faut dialoguer avec les personnes que nous régulons. Merci encore pour cette journée. Elle doit sa réussite à vous tous, bien sûr. Au revoir.